La main, cette histoire risque de choquer les âmes sensibles. Elle n'en est pas moins véridique de bout en bout, et les principaux protagonistes, ceux qui ont survécu, pourraient, s'ils le voulaient, témoigner de l'authenticité des faits apportés. C'est pourquoi nous avons aussi changé les époques, le lieu, les noms, pour éviter tout malentendu. Comme dans bien des cas, la réalité dépasse toujours la fiction. Jugez-en vous-même. Comme un essaim d'abeilles jaillissant hors de la ruche, hommes et femmes bondissaient en se bousculant hors de la grande maison jaune à un étage, au joli toit aux tuiles rouges vernies, et qui avait été autrefois l'habitation du directeur local de la compagnie cotonnière. C'est affreux, jamais je ne m'en remettrai. Quelle horreur! Faut-il vraiment encore voir de telles choses à notre époque? Laissez-moi passer par pitié. J'étouffe. Arthur, soutiens-moi, je sens que je vais m'évanouir. Cette coquette demeure, fierté de la région où les maisons à étages étaient connues et dont les toitures consistaient le plus souvent en un revêtement de tôle ondulée, lorsque ce n'était encore qu'une couverture végétale, représentait le chef-d'œuvre et le principal motif d'orgueil de son propriétaire, Sébastien Morien, responsable d'une des plus importantes sociétés de la place. Pendant les mois qu'avaient duré les travaux et après que les derniers parachèvements avaient été apportés à cette extraordinaire construction, les curieux avaient défilé en rang serré pour venir admirer la résidence de Bwana Sébastien. Le grand homme, Sébastien Morien, n'avait malheureusement pas eu le loisir de profiter bien longtemps de sa maison. À peine venait-il d'y emménager que la rébellion éclata dans le pays. Les Simbas, rebelles, furent très rapidement signalés dans les environs. Comme Sébastien Morien, directeur de société, faisait figure de grand capitaliste, affameur du pauvre peuple et représentant du pouvoir contesté de L+, il courait le risque, en tombant entre leurs mains, de passer un très mauvais quart d'heure, soit arrosé d'essence et brûlé vif, soit dépecé à la machette, suivant la technique éprouvée depuis par les révolutionnaires de formation orthodoxe. Sébastien Morien prit prudemment la fuite avant l'arrivée des premiers mulelistes, partisans de Pierre Mulelé dans les années 1960 au Congo belge et actuel RDC. Bien lui en prit car, à peine les premiers guerriers rouges avaient-ils mis le pied dans la petite agglomération, qu'ils s'informaient de l'endroit où se trouvait caché le représentant étranger de la compagnie cotonnière, et ce n'était certes pas pour le féliciter. L'un des chefs rebelles se vengea, à sa façon, de la déconvenue des forces révolutionnaires en abattant sommairement les deux malheureux domestiques de Bwana Sébastien et en faisant de sa maison son quartier général. Victor Lenga avait étudié en Europe. À l'occasion de l'exposition universelle de 1958, organisée à Bruxelles, il avait obtenu de représenter son pays dans un des pavillons. Comme pour beaucoup d'autres Noirs, ce voyage aurait été l'occasion de nouer d'utiles contacts avec les ressortissants d'autres pays d'Europe, d'Afrique et du monde en général. Il fut particulièrement sensible aux propos que lui tinrent certains touristes du bloc de l'Est, très habiles à faire vibrer la corde sensible du pauvre nègre, colonisé, brimé et exploité par les supports du capitalisme international. Le jeune homme ne fut pas bien difficile à convaincre. Il devint rapidement un ardent propagandiste des doctrines marxistes-léninistes, avec d'autant plus d'ardeur qu'il se vit octroyer une bourse d'études dans un de ces pays socialistes, au dialecte virulent et agressif. Vers les années 1963, Victor Lenga rentra au pays, diplômé d'une vague université des Balkans, célèbre pour l'encadrement idéologique intensif qu'elle offrait à ses étudiants plutôt que pour sa formation intellectuelle. L'ingénieur électronicien se garda bien de mettre ses connaissances techniques au service de son pays, mais préféra se lancer à corps perdu dans la politique. Les circonstances se prêtaient admirablement à ce dessein. Avec la création des nouvelles provinces à caractère tribal, il trouva le terrain idéal pour faire germer ses belles théories égalitaires et entreprendre une campagne visant à bouleverser l'ordre établi.
C'est dans sa contrée natale, village des environs et agglomération, qu'il commença à mettre ses beaux projets en chantier. Accueilli d'abord avec sympathie par ses parents et amis, il fut bien vite repoussé avec méfiance par ces mêmes personnes quand elles s'apercevaient que le jeune intellectuel n'avait d'autre objectif que de tout mettre à feu et à sang. Comment, Victor? Tu sais pourtant combien Bwana Sébastien a fait du bien au pays. Sans sa compagnie cotonnière, comment vivrions-nous encore? Où irions-nous trouver l'argent nécessaire à l'achat de nos vêtements, de notre nourriture, de tout ce qui est indispensable à notre vie? Ce sont là les conceptions dépassées d'un monde en décomposition. Nous nous trouvons aujourd'hui à l'aube d'une époque révolutionnaire où il n'y aura plus ni riches ni pauvres, où l'État pourvoira aux besoins de tous. Mais pour arriver à ce stade, il faut au préalable procéder à l'élimination physique des parasites qui rongent notre société, tel ce Bwana Sébastien. Parallèlement à ce travail de propagande marxiste-léniniste peu efficace, il faut bien l'avouer, car les populations étaient restées foncièrement chrétiennes, Victor Lenga se livrait à de toutes autres activités. Ayant obtenu un poste au sein de la nouvelle administration provinciale, le jeune ingénieur, se considérant apte à fonder un foyer, se jetait avec fougue dans des aventures féminines sans lendemain, dans le fallacieux espoir de trouver l'oiseau rare dont il ferait la compagne éternelle de sa vie. Il jeta ainsi son dévolu sur la fille d'un modeste catéchiste de village, créature d'une grande beauté, renommée pour sa vertu et sa piété. Afin de montrer qu'il avait acquis de bonnes manières et s'était longuement frotté aux coutumes européennes, notre soupirant se présenta un après-midi au domicile de son futur beau-père, enfoncé dans une sorte de redingote, déniché chez un fripier de Bruxelles et coiffé d'un chapeau melon ainsi qu'en portent encore parfois les gentlemen anglais. Il salua cérémonieusement le vieux père, demanda à entrer pour être entendu, et lui déclara d'un ton inspiré qu'il venait solliciter la main de sa fille Thérèse. Victor Lenga fut, comme il fallait s'y attendre, repoussé avec horreur par le père de la jeune fille qui voyait dans l'ingénieur, formé chez les communistes, l'incarnation redoutable de Satan remonté des enfers. « Ma fille !» s'exclama le catéchiste. « Que je te donne sa main, c'est comme si je te cédais son âme, alors que tu as vendu la tienne à Staline et Mao. » Et il jeta le prétendant dehors. Le jeune amoureux ne s'avoua pas battu. Grâce à la complicité innocente d'un cousin de Thérèse, il parvint à attirer la jeune fille dans la maison d'un ami. Celui-ci, qui avait lui aussi étudié en Europe, s'était spécialisé dans l'organisation des soirées au cours desquelles garçons et filles, ivres de musique, de bruit et de vin, se livraient à des exercices en commun que la morale réprouve et que la bienséance ne nous permet point de décrire avec précision. Thérèse rentra de cette soirée mémorablement épouvantée, délirante de honte et de mépris pour elle-même et pour tous les témoins et acteurs de sa déchéance. Comme les instances religieuses disposaient encore dans la région d'un énorme crédit, l'affaire fut portée à la connaissance des autorités politiques puis judiciaires. Un mandat d'amener fut lancé contre Victor Lenga, en dépit des protections dont il bénéficiait dans certains milieux. Le coupable se rendit bien vite compte qu'il ne lui restait d'autre alternative que la prison ou la fuite. Lorsque les policiers se présentèrent chez lui pour l'appréhender, ils trouvèrent la maison vide. Le frère et la sœur qui vivaient sous le même toit avaient également disparu. On interrogea les voisins, la famille, les amis, les connaissances. On s'inquiéta de ses allées et venues antérieures pour tenter de découvrir un lieu de retraite possible où le fuyard se serait réfugié, recherche stérile. Victor Lenga s'était évaporé comme son maître, le diable. L'arrivée des Simba, rebelles dans la région, fut marquée par de grandes réjouissances. Toute la population se massa le long de la route principale, agitant des branches de palmiers et criant à pleine gorge, pendant que défilaient les farouches guerriers couverts de plumes sur la tête et drapés dans des peaux de bêtes. Vive les libérateurs! L'enthousiasme fut de courte durée.
après que les premiers envahisseurs eussent massacré un innocent policier, étripé un malheureux soldat et battu à mort un vieux commerçant portugais qui s'opposait au pillage de sa boutique, les gens disparurent les uns après les autres, se terrant dans le fond de leur case ou se retirant prudemment dans la forêt. Bientôt, la petite agglomération commerçante, qui avait été un centre animé, joyeux et prospère, devint semblable à ces villes fantômes de l'épopée américaine, où les rues poussiéreuses et désolées ne sont plus parcourues que par de vieux chiens affamés en quête de charogne ou d'os moisis. Parfois, une patrouille de Simba, rebelles, remontait vers le centre de la ville, lâchant des rafales de mitraillettes ou jetant des pierres dans les dernières vitres intactes des maisons, dans les vitrines des magasins depuis longtemps vidés par les premières vagues de libérateurs. L'un des chefs rebelles s'était naturellement installé dans l'une des plus belles maisons de la localité, celle d'un des exploiteurs notoires du pauvre peuple noir, et que les indigènes, dans leur incroyable stupidité, appelaient encore avec déférence « Bwana ». Les quelques rares habitants qui n'avaient pas eu le temps de fuir ou qui avaient eu le courage de rester sur place pour suivre la marche des événements, de même que les nombreux prisonniers politiques attendant l'heure du jugement, n'avaient pas hésité à reconnaître dans ce rebelle arrogant, brutal et sanguinaire le fameux Victor Lenga que la police avait pourchassé activement pendant plus d'une année. Trônant du haut du balcon de la résidence de Bwana Sébastien, le jeune chef rebelle regardait avec délectation et rancune les gens de la ville étalés à ses pieds. Il les vouait une haine féroce pour n'avoir pas eu de considération pour sa valeur, pour sa science. Il les méprisait pour avoir boudé ses enseignements politiques. Il les haïssait pour sa réaction imbécile quand il avait initié Thérèse au mystère de l'amour. Les gens de cette région maudite allaient apprendre désormais à connaître Victor Lenga et se soumettre à ses directives. À partir de ce moment, ce ne fut plus que tuerie, vol, brutalité à l'égard des vieillards, des femmes et des enfants. En dépit des interdictions imposées par le serment des rebelles, Victor Lenga et les autres chefs se procuraient des femmes chaque jour. Qui osera révéler ce qui se passait entre ces innocentes jeunes femmes et les cruels réformateurs rouges au cours des longues nuits peuplées de cris, de pleurs et de râles dans les vastes chambres du logis de Bwana Sébastien? Un jour, Victor Lenga, par une inexplicable fantaisie de cervelle de malade, ébranlé par les excès de toutes sortes, s'inquiéta de savoir ce qu'était devenue la jeune Thérèse dont il avait si violemment abusé au cours d'une orgie privée. Cette action d'éclat, qui lui avait valu le bannissement, lui avait néanmoins gagné la considération des révolutionnaires et son grade actuel. Il apprit que le vieux père de Thérèse était mort quelques mois auparavant, ce qui valait mieux pour lui que sa fille vivait chez une tante non loin du village, près de la forêt où elle cultivait son petit champ de manioc, de tomates et de patates douces. Victor Lenga envoya des émissaires à sa recherche et c'est ainsi qu'il mit la main sur sa pauvre victime. Thérèse, toujours plus belle et plus désirable que jamais, dont les traits et la silhouette s'étaient affinés grâce aux épreuves qui la poursuivaient depuis plus d'une année. Le grand chef rebelle, Victor Lenga, prit la jeune fille auprès de lui, décidant qu'elle lui servirait dorénavant de femme, son caprice de chaque heure et de la nuit, faute de quoi elle mourrait dans d'affreux supplices. Le mouvement rebelle s'étendit pendant des mois comme une gangrène à de nombreux centres vitaux du pays. Presque la moitié du territoire tomba sous son contrôle. Partout, ce ne fut que ruine, deuil et épouvante. Mais progressivement, les forces saines de la nation se ressaisirent. Bientôt, la chasse aux Simba, rebelles, s'organisa sur une grande échelle et les révolutionnaires se mirent à reculer. Perdant confiance en eux-mêmes, en leur chef, ils se virent privés aussi de leur invulnérabilité qui avait fait leur force. Pourtant, dans le petit centre cotonnier, les rebelles ne désarmèrent pas aisément. Il fallut reprendre du terrain par des combats violents. Une forte tranche de soldats réguliers lutta âprement pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, pour les déloger de derrière les moindres pans de murs où ils s'étaient retranchés.
Ce fut un atroce massacre qui provoqua encore de lourdes pertes en vies humaines, comme s'il n'y en avait pas déjà eu assez au cours des mois précédents. Un matin, ne sentant plus aucune résistance devant eux, les soldats progressèrent, sans essuyer un coup de feu, sans se voir effleurés par la moindre flèche. Ils reprirent toute la ville en quelques heures, étonnés de n'avoir à brûler aucune cartouche. Les derniers Simbas, rebelles, s'étaient retirés sans bruit, honteusement à la faveur de la nuit, pour aller se terrer quelque part dans un coin désolé de la forêt. Ils devraient bien en ressortir par après, faisant massacrer certaines personnes, alors qu'ils tenteraient de se procurer de quoi survivre. Dans la petite ville qui connut le même enthousiasme à leur départ qu'à leur arrivée, les gens sortèrent de terre comme des rats et venaient manifester leur joie le long de la rue centrale, agitant les bras dans tous les sens chargés de fleurs en hurlant « Vive les libérateurs !» Le moment était venu de dresser le bilan de cette occupation sauvage, d'établir l'inventaire des destructions, de recenser la liste des disparus. Chacun réintégra sa case et reprit possession des maigres biens qui subsistaient, épargnés au milieu des destructions, des pillages. Sébastien Maurien était loin, et il était peu probable qu'il se montrât encore en ville avant longtemps. Les curieux, sachant que la grande maison jaune au toit rouge avait servi de quartier général aux mullistes, partisans de Pierre Mulel, se hasardèrent à la visiter, craignant d'y trouver le pire. On y découvrit, comme dans toutes les autres demeures, des meubles brisés, des matelas éventrés et souillés, des objets fracassés sur le sol. Quelques plumes, des peaux de civette ou de léopard traînaient un peu partout, ainsi que des armes diverses, prouvant combien le départ des derniers Simbas, rebelles, avait été précipité. C'est une femme qui, voyant dans la cuisine un frigo pratiquement intact et en état de marche, eut le courage de l'ouvrir pour tomber sur l'horrible chose. Quelqu'un qui fut le témoin des premiers moments de la rencontre entre Thérèse et Victor, mais qui tient à garder l'anonymat pour des raisons que nous comprenons, nous rapporta les paroles dramatiques qu'ils échangèrent. Lorsque la jeune femme fut jetée aux pieds de ce monstre, c'est lui qui avait fait de cette vierge chrétienne une fille souillée, après avoir connu les immondes caresses de plusieurs hommes simultanément. Thérèse crut mourir sur le coup. Dans un dernier saut d'orgueil, elle trouva encore suffisamment de force pour se dresser devant son bourreau et lui déclarer fermement, alors qu'il lui faisait part de ses intentions à son égard. « Victor Lenga, vous êtes un monstre, un être répugnant qui ne mérite pas le nom d'homme. Malgré toutes les études que vous avez faites, et les diplômes que vous avez ramenés d'Europe, vous serez toujours pour moi un retardé de la pire espèce, une bête sauvage qui ne respecte rien. Les animaux tuent simplement pour se nourrir, vous n'avez pas d'âme. » Comme le chef rebelle s'avançait vers elle avec l'intention de la frapper, elle le regarda fièrement dans les yeux et lui lança ce dernier trait. « Faites de moi ce que vous voudrez, je vous mépriserai jusqu'à ma mort. » « Tu ne crois pas si bien dire, ma belle, » répliqua le fou furieux. On n'entendit plus jamais parler de Thérèse. Victor Lenga assouvit-il son désir sur la jeune femme pour la tuer après coup? L'immola-t-il sur le champ pour organiser, au moyen de ses pauvres restes, l'un de ces répugnants festins de cannibales dont certains groupes rebelles s'étaient fait la triste spécialité, dans le but d'impressionner ainsi les jeunes recrues? Personne ne nous le dira jamais avec certitude. Pour ceux qui ont connu l'état d'exaltation maladive de Victor Lenga, les excès de tout ordre auxquels il s'était livré, il n'y a pas d'autre explication possible. Le chef rebelle abusa de la jeune femme, la tua et jeta son cadavre, encore palpitant en pâture, à ses hommes, ou alors alla-t-elle pourrir en compagnie de beaucoup d'autres dans ces charniers que l'on découvrit peu après le départ de ces fous sanguinaires. Ce qui est certain, le fils du diable, Victor Lenga trancha l'une des mains de Thérèse et la conserva dans le frigo de Buana Sébastien. En effet, c'est une main de femme parfaitement conservée que l'on trouva dans le frigo vide. Une main gracieuse à la paume étroite, dont les longs doigts fuselés et délicats se terminaient par de jolis ongles taillés en amande.
La main avait été soigneusement posée sur un matelas d'ouate dans le couvercle retourné d'une boîte à biscuits. On peut supposer, connaissant la folie de l'individu, qu'il allait ouvrir de temps en temps la porte du frigo pour contempler le macabre souvenir. Peut-être même, se disait-il, « Ah, on n'a pas voulu me donner ta main, maintenant elle est à moi, et bien malin celui qui me la reprendra. » Un ami que j'avais perdu de vue depuis des années et que j'ai rencontré par le plus grand hasard à la terrasse d'un café m'a assuré l'autre jour que Victor Lenga était toujours vivant. En y réfléchissant bien, il n'est pas impossible que l'horrible personnage soit encore de ce monde. Quantité de rebelles se sont fait oublier pendant des années avant de revenir à la surface, ayant fait peau neuve, sans que vous puissiez supposer ce que furent leurs activités criminelles au cours de cette période tragique. Deux a changé de nom, m'affirma mon ami, et s'est forgé une nouvelle personnalité. Mais c'est lui, sans aucun doute. Pour qui l'a connu autrefois, sa façon de marcher en poussant les épaules en avant, celle de relever obliquement la tête et de froncer ironiquement les sourcils en vous écoutant parler, tous ces signes ne peuvent tromper. Sa physionomie a changé car il a vieilli, mais c'est bien lui. Encore faut-il le prouver. Il dispose certainement de nouveaux documents d'identité qui attestent que l'individu n'a rien de commun avec le misérable démon que nous avons connu. Comme je m'inquiétais de savoir où sévissait à présent ce monstre, mon informateur complaisant m'apprit que Victor Lenga s'était reconverti en technicien d'appareils de télévision quelque part en ville et qu'il gagnait confortablement sa vie. Vous me croirez si vous voudrez, mais depuis ce jour, j'ai pris la télévision en grippe. Chaque fois que je regarde l'écran, il me semble distinguer, au travers des personnages qui s'y agitent, une main sanglante qui se tend vers moi, celle de Thérèse que l'on avait refusée à Victor Lenga. Dans ce monde, pensez-vous que tout se paie ici-bas, qu'il y a une justice pour les opprimés? Peut-être que notre chère et tendre Thérèse a commis quelque faute grave dans une autre vie.